Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer la proposition 24. On va aussi essayer de visualiser certaines de ces propriétés sur un dessin. Bon, la première, on ne peut pas trop. La deuxième, c'est assez évident. Si vous additionnez P de x et Q de x, on voit bien que ça fait x. Donc le dessin permet de retrouver cette formule. La troisième, P rond Q égale Q rond P égale 0. Donc si vous projetez x, vous arrivez ici sur P de x. Et ce vecteur, si vous le projetez sur la droite H parallèlement au plan, ben vous arrivez sur le vecteur nul. Donc là, on voit que Q rond P égale 0. Inversement, en fait, x, Q de x, vous le projetez 0. Donc là, on voit bien que P rond Q et Q rond P, ça fait 0. Et ensuite, P rond P, ben vous projetez x, ça fait P de x. Et si vous projetez P de x, il est déjà sur le plan, donc il ne bouge pas. Donc le projeté du projeté, ça fait le projeté. Donc P rond P égale P, Q rond Q égale Q. Et ensuite la fin, si vous prenez un vecteur qui est déjà sur G, bah le projeté de ce vecteur c'est lui-même. Donc l'ensemble G c'est les points fixes. Et enfin, quelle est l'image de notre projection P? Bah, tous les vecteurs X se projettent sur ce plan. Donc l'image de P c'est bien G. Donc là on vient d'expliquer que G c'était l'image de P, c'était l'ensemble des points fixes. Par contre H, donc si vous prenez un vecteur qui est sur H, son projeté par P, c'est le vecteur nul. Donc on vient de voir que H c'est en fait le noyau de P. Alors maintenant on va démontrer ce théorème. Alors premièrement que ce sont des endomorphismes. Donc déjà ce sont des applications qui sont définies sur E. La première est à valeur dans G, la deuxième est à valeur dans H, mais comme ce sont des sous-espaces vectoriels de E, ce sont donc des applications qui vont de E dans E. Donc pour avoir des endomorphismes, il faut montrer qu'elles sont linéaires. Donc pour ça on prend alpha un nombre x, y de vecteurs de E, on les décompose sur la somme directe. Comme on a déjà vu dans la démonstration précédente, quand on fait alpha x plus y, on peut l'écrire comme ça. Et cette partie est dans G, cette partie est dans H, ce sont des sous-espaces vectoriels. Donc là, on a obtenu la décomposition sur la somme directe de alpha x plus y en fonction de la décomposition de x et de y. Mais alors, la projection P, elle associe un vecteur, sa partie qui appartient à G. Donc P de x, ça fait xg, P de y, ça fait yg, et P de alpha x plus y, ça fait alpha xg plus yg. Et donc si on réinjecte ces deux formules dans la troisième, on trouve que P de alpha x plus y, c'est alpha P de x plus P de y. La même chose avec Q. Et donc on a montré que P et Q sont linéaires, comme elles vont de E vers E, ce sont des endomorphismes. Alors maintenant on va montrer que P plus Q c'est l'identité, c'est-à-dire que pour tout x, P de x plus Q de x égale x. Donc on fixe x quelconque, encore une fois on le décompose sur notre somme directe. Donc par définition, xg c'est P de x, xh c'est Q de x. Donc quand j'additionne P de x plus Q de x, bah, ça fait xg plus xh, ça fait x. C'est ce qu'on voulait démontrer. Et donc dans la suite, on n'est plus obligé d'utiliser xg et xh, on peut dire que la décomposition c'est x égale P de x plus Q de x. Alors troisième point, il faut montrer que P rond Q c'est l'endomorphisme nul, c'est-à-dire que pour tout x, P de Q de x c'est le vecteur nul. Donc on fixe x dans E quelconque. Alors par définition, Q de x ça appartient à H, mais on a dit que la restriction de P à H c'était la fonction nulle. Donc P de Q de x ça fait le vecteur nul. Ce qu'on voulait montrer. De même on montre que Q rond P égale 0. Donc ça c'est fait. Ensuite il faut montrer que P rond P égale P. C'est-à-dire que pour tout x, P de x c'est égal à P de x. Il manque un P ici. Alors on prend x, un vecteur de E. Donc par définition de P, le projeté de x appartient à G. Et on a dit que la restriction de P à G, c'était l'identité. Donc P de x égale P de x. Ce qu'on voulait montrer. Et de même, on montre que Q rond Q est égal à Q.
Alors, quatrième point, on veut montrer que le noyau x est dans le noyau si et seulement si p de x égale 0. Bon, il n'y a rien à faire, c'est la définition du noyau. Ensuite, on va montrer que x est dans l'image si et seulement si p de x égale x. Donc ça, c'est moins évident. Alors c'est une équivalence, donc on fait par double implication. De droite à gauche, on suppose p de x égale x. Alors par définition de l'image de p, c'est les points qui ont un antécédent. Bah, p de x a un antécédent qui est x. Donc p de x appartient à l'image de p. Mais comme p de x égale x, x appartient à l'image de p. De gauche à droite, on suppose que x est dans l'image de p. Donc il a un antécédent qu'on appelle t. Alors si on calcule p de x, ça fait p de t. Mais on a montré juste avant que p rond p, ça fait p. Donc p de t, ça fait p de t. Et p de t, c'était x. Donc on trouve que p de x égale x. Ce qui prouve notre équivalence. Cinquième point, on va montrer que H, c'est le noyau de P. Ou H, c'est un des sous-espaces vectoriels qui sont supplémentaires. Donc par double inclusion, on fixe x dans H. Par définition de P, on a dit que sa restriction H était la fonction nulle. Donc comme x est dans H, P de x égale 0. Par définition, x est dans le noyau de P. Réciproquement, si x est dans le noyau, par définition, P de x égale 0. Mais on a dit que x, c'était P de x plus Q de x. Donc ça fait x égale Q de x. Comme Q est à valeur dans H, on peut dire que Q de x appartient à H, et donc que x appartient à H. Donc par double inclusion, on a montré que H était le noyau de P. Un peu de la même façon, on va montrer que G, c'est l'image de P. Donc on prend x appartenant à G. Par définition de P, sa restriction à G, c'est l'identité. Donc P de x, ça fait x. Or, P de x appartient toujours à l'image de P. Donc x appartient à l'image de P, parce que P de x égale x. Réciproquement, si x est dans l'image de P, on a montré juste avant que c'était un point fixe, donc que P de x égale x. Or, P est à valeur dans l'ensemble G, donc P de x appartient à G. Et comme P de x est x, on a montré que x appartient à G. Et donc par double inclusion, G c'est l'image de P. Alors, au point précédent, on a dit que l'image de P c'était l'ensemble des points fixes. Donc on trouve que G c'est l'image de P, c'est l'ensemble des points fixes. Alors, une petite remarque, c'est qu'on a une autre projection qui est Q, qui projette cette fois sur H parallèlement à G. Donc pour Q, il faut échanger G et H. Donc on trouve que le noyau de Q c'est G et que l'image de Q c'est H. Mais G c'était l'image de P et H c'est le noyau de P. Donc on voit qu'il y a une espèce de symétrie par rapport aux images de noyau. Et enfin, on a vu que P plus Q c'était identité, donc Q c'est identité moins P. Donc on peut dire que G, qui est l'image de P, c'est le noyau de l'identité moins P, et H, qui est le noyau de P, c'est l'image de l'identité moins P. Donc en remplaçant P par in moins P, on voit qu'on peut transformer les noyaux en images. Alors le plus simple, ce sera de prendre des noyaux. Donc G, ce sera le noyau de in moins P, et H, ce sera le noyau de P. Et le dernier point, donc on a supposé depuis le départ que E, c'est G somme directe H, on remplace. On obtient E égale IMP somme directe RP, et comme ça commute, ça fait E égale RP somme directe, image de P. Ceci achève la démonstration.